Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Vous me semblez une personne évoluée et pleine de bon sens, comme moi-même, même si vous n'êtes pas psychiatre, ce qui ajouterait encore à votre intuition et à votre sagesse. Voilà pourquoi je vais vous avouer, à vous, ce que j'ai refusé de reconnaître en présence de la police, qui n'est composée que d'imbéciles bornés sans imagination, parfaitement incapables, pour la plupart, de comprendre la sensibilité et le raffinement d'un être tel que moi. Eh bien oui, je suis un assassin. Je reconnais le fait. Être un homme délicat n'empêche pas de pouvoir infliger une mort violente. Et il ne s'agit pas là d'une disgrâce. Je ne vois pas d'ailleurs comment je pourrais espérer esquiver la peine qui m'a été infligée. Je ne conteste pas avoir tué, mais je voudrais seulement expliquer mon point de vue, comment j'en suis venu à une telle action, toutes choses qui ont été totalement déformées dans le courant du procès. Voici ma vérité. Il faut d'abord que je vous parle d'Yvette. Ou plutôt non. Non, parlons d'abord un peu de moi. Je suis non seulement un enfant bien né, mais j'appartiens à une excellente famille. Il est vrai qu'on peut se demander pourquoi un homme de ma condition a épousé Yvette, qui, outre mon aînée de 9 ans, était une femme d'allure plutôt rustique. Non, mais je continue ma propre histoire. J'ai grandi dans une solitude luxueuse. Mon père était trop occupé par ses affaires pour me consacrer grande attention. Ma mère, en revanche, d'un tempérament très artiste, s'est efforcée de m'inculquer son amour de l'art, plus spécialement de la musique et de la poésie. Je ne passe qu'1 an à l'université. Je la quitte définitivement en 2e année. Je ne supporte pas la nourriture que j'estime primitive. Peu importe cet échec, je reprends mes voyages en compagnie de ma mère. En matière culinaire, je suis devenu un expert. Mon jugement est parfait, que ce soit à Paris, à Rome ou à Vienne, je suis passé maître dans l'art de dénicher de fameux petits restaurants où la cuisine est succulente. Je vis assez bien le décès de mon père, mais la mort de ma mère un peu plus tard, l'année de mes 25 ans, me porte un coup sévère, d'autant qu'elle s'accompagne de la révélation choquante que la fortune familiale n'existe pratiquement plus. Au fil de circonstances trop longues à raconter, j'échoue à New York pour me trouver bloqué dans un travail fastidieux qui me rapporte une misère. New York m'a toujours paru une ville froidement hostile. C'est loin d'être l'idéal pour un homme aussi délicat que moi. N'ayant jamais su me faire vraiment des amis, je me retrouve alors totalement seul. Le soir, je m'oblige à sortir. Je parcours les rues, espérant découvrir de bons petits restaurants où l'on me servirait une vraie cuisine. Généralement déçu, je sors de ces endroits en colère, ayant à peine goûté au plat. Jusqu'au jour où, tombant par hasard dans une petite rue tortueuse de Greenwich Village, sur une pancarte affichant « Chez Yvette », j'ai la plus délicieuse des surprises.
Le lieu, pourtant, est sombre et lugubre, avec ses petites tables en formica éclairées par des bougies plantées dans le col de bouteilles de Chianti. Le menu est bien en français, mais j'ai été trop souvent abusé par ce genre de détails pour en attendre quelque chose de bon, sans compter que la serveuse ressemble à une souillon. Je choisis des filets de sole au gratin, un plat simple que même un cuisinier inexpérimenté devrait être capable de préparer convenablement. Commence alors une attente interminable. Je tape du pied d'impatience dans ce restaurant presque vide. Mais lorsque la serveuse reparaît avec son plateau, à peine ai-je soulevé le couvercle du plat qu'elle dépose devant moi, que je suis sûr d'avoir enfin trouvé ce que je cherchais depuis si longtemps. Un cuisinier ou une cuisinière émérite. Aucune sole ne saurait être meilleure. La sauce est un délice, la chair du poisson exquise, le vin une perfection. Conduit à la cuisine pour présenter mes compliments, je découvre Yvette, une femme énorme aux cheveux noirs pendant sur un visage ingrat et luisant de sueur, un corps informe boudiné dans une espèce de sarrau usagé s'arrêtant sur de grosses jambes variqueuses. Et pourtant, dopé par mon extase gastronomique, je la trouve belle. Je l'embrasse sur les deux joues et je la serre contre moi. Yvette, pour sa part, est ravie de rencontrer enfin un connaisseur. Dès lors, je prends l'habitude d'aller dîner chez elle tous les soirs. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Elle me prépare toutes sortes de bons petits plats, riz de veau à la brunellesco, homard à la nage, magrette canard. Yvette me tient compagnie tandis que je déguste. Une fois le restaurant fermé, je lui offre un verre de vin ou un café qu'elle sert avec le plus délectable des gâteaux français. J'ai le sentiment d'avoir découvert un trésor. Mes réserves monétaires, hélas, commencent à s'épuiser rapidement. Le flair d'Yvette en matière culinaire s'accompagne d'un certain talent financier. Et bientôt, elle me propose un marché, un beau soir, en me suggérant de passer la nuit chez elle en échange du dîner. Déjà son débiteur, je peux difficilement refuser. Je dois reconnaître que si j'accepte au départ avec une certaine répugnance, j'ai en réalité bien tort de m'inquiéter. Car ce que je découvre avec Yvette, que je n'avais encore jusque-là jamais expérimenté, c'est purement et simplement la passion. Quelques semaines plus tard, le temps de publier les bans, nous sommes mariés. Et notre mariage, au début, est des plus heureux. Je reçois peu de temps après un petit héritage que j'investis aussitôt dans l'agrandissement du restaurant et de la publicité. Notre affaire prospère rapidement, les gastronomes affluent chez nous. Yvette cuisine toujours elle-même. J'aménage pour ma part une des pièces du premier étage où j'organise régulièrement des réunions de gourmets. Je planifie les menus avec Yvette. Généralement, je me charge des courses. Je parcours les marchés des matinées entières en quête des ingrédients nécessaires. Le restaurant en soi devient rapidement le centre de mon existence. Il me confère à la fois dignité et statut. Plus j'aime mon restaurant et plus je m'attache à Yvette, tant elle fait intégralement partie de lui. Je connais enfin le vrai bonheur. Et puis, la tragédie frappe sans crier gare. Yvette se plaint de maux divers. Le soir, elle est épuisée.
Je lui conseille de voir un médecin, mais son sens de l'économie est tel qu'elle répugne à dépenser en honoraires médicaux. Elle n'accepte de suivre mon conseil que le soir où elle tombe en syncope dans la cuisine. Elle revient de la clinique faisant grise mine, assez secouée. Je l'interroge. « Voyons, que dit le médecin ?» Son poids excessif a entraîné une mauvaise circulation dans les artères coronaires qui se complique d'un début de diabète. Le médecin prescrit une diète rigoureuse. Yvette a voulu s'insurger. « Vous n'avez pas le choix !» lui a-t-il répondu. « Ou suivre un régime ou mourir !» Et c'est là que notre vie va basculer. Si vous voulez en savoir plus, madame, monsieur, écoutez la suite de mon histoire dans un instant. Fils bien né d'une bonne famille, le narrateur, gastronome émérite, a épousé une cuisinière modeste mais de génie prénommée Yvette. Il raconte son histoire alors qu'il est en prison. Leur vie a basculé le jour où Yvette est rentrée à la maison après que le médecin lui ait prescrit un régime draconien. Yvette est une femme résolue. Une fois convaincue de la nécessité de suivre un régime, elle s'attaque au problème avec un courage et une volonté de faire. Elle ne déguste plus la vichysoise quand elle la prépare, ne glisse plus jamais dans sa bouche un morceau de tarte du plateau. Elle perd rapidement du poids d'une manière phénoménale. Au bout de quelques mois, elle n'a plus rien de la grosse femme joviale et bonne vivante que j'ai épousée. Son corps est devenu mince et ferme, son visage désenflé et d'un ovale parfait. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est belle. L'expression « bien faite » conviendrait mieux. De toute manière, on la remarque, car, privée de son intérêt pour la nourriture, elle se met à s'intéresser à son aspect jusque-là négligé. Elle porte à présent des gaines, se coiffe avec soin et devient même une adepte du maquillage. Mes amis, naturellement, me félicitent de ce changement, mais je m'aperçois bientôt qu'ils viennent de plus en plus rarement chez Yvette. Tout simplement parce que ma femme est devenue indifférente à la préparation de ces plats qui ont fait la renommée de notre restaurant. Pour la remplacer, elle a engagé un chef au talent plus que médiocre, et son contrôle se limite à s'assurer qu'il prépare le menu du jour avec le maximum d'économie. Tous ces changements dans l'apparence d'Yvette s'accompagne d'une modification complète de sa personnalité. Elle a toujours été économe, mais voici qu'elle fait preuve à présent d'une lamentable mesquinerie. Tenez, elle remplace par des champignons en boîte les frais indispensables à certaines préparations. Elle n'hésite pas à mettre du foie de porc dans le pâté de foie gras, ou, plus terrible encore, accommode les légumes à la margarine. Mes protestations restent sans effet. Bientôt, elle se met à réduire les portions et à éliminer un à un les plats exigeant une longue préparation ou des ingrédients coûteux. Yvette ne s'inquiète en aucune façon de voir notre clientèle diminuer. Délaissant la cuisine pour la caisse, elle commande une étude sur les goûts d'un autre type de clientèle. Touristes au palais barbare, employés et dactylos des bureaux du quartier, habitants des grands ensembles voisins. Le restaurant ne sert bientôt plus que des salades, des sandwichs et affiche un menu express pour hommes d'affaires. Inutile de dire que nos rapports personnels se détériorent rapidement. Yvette, auparavant, s'en remettait à mes avis, et je la croyais heureuse d'avoir rencontré un mari au goût raffiné d'une situation sociale supérieure. Mais à présent, je ne lui sers plus à rien. Elle ne me fait plus confiance pour le marché et se charge elle-même de faire les courses. Notre mariage est en train de se désintégrer.
Ma femme n'est plus ni souple ni docile. Au moment de se coucher, elle est généralement trop fatiguée par son travail de la journée et son régime rigoureux pour répondre à mes avances. Et dans les rares occasions où elle y répond, elle a tendance à être brutale et exigeante, allant même jusqu'à critiquer mes prouesses viriles. Bientôt, mon affection pour elle se change en haine. Je ne peux plus supporter son petit regard d'épervier. Ses yeux, qui autrefois semblaient joyeux dans leur repli de chair, ont maintenant une lueur rapace. Mais, voyez-vous, madame, monsieur, tous ces défauts seraient supportables si la nourriture ne devenait pas simultanément exécrable. Yvette fait preuve d'un véritable fanatisme en matière de régime. Telle l'ivrogne repenti, elle cherche à se reconvertir avec le zèle d'un croisé. La pièce que je m'étais réservée jusque-là pour réunir mes amis gourmets est à présent transformée en salle de bar. Et puis, Yvette fait bien pire que ça. Elle me sermonne constamment à propos de mon intérêt excessif pour la nourriture, comme elle dit. Je n'ai plus droit désormais qu'au jus de carotte, au fromage blanc et aux flocons d'avoine. Que je me risque à les dédaigner, et j'ai aussitôt droit à des remarques blessantes sur mon estomac soi-disant en expansion. Alors, je cesse de déjeuner ou de dîner chez moi pour partir en quête d'autres plaisirs gastronomiques. Sans grand succès, d'abord, je l'avoue, jusqu'au jour où je découvre le Coq d'Or et Germaine Duval. C'est un tout petit restaurant en sous-sol du côté de la 70e rue, un endroit minable devant lequel on peut passer 100 fois sans le remarquer, mais où la cuisine est si raffinée que je crois de nouveau vivre un rêve. Germaine est encore plus grosse qu'Yvette lorsque je l'ai rencontrée, et je dois le reconnaître, de quelques années plus âgée qu'elle. Ses cheveux sont d'un incroyable blond oxygéné, mais ses joues sont rebondies comme des pommes et ses yeux bleus brillent de gaieté. Je ne peux pas vraiment dire que j'en tombe immédiatement amoureux, mais ce qui est sûr, c'est qu'une vraie sympathie née d'un intérêt commun s'établit entre nous. Au royaume de la gastronomie, Germaine est une prima-donna qui sollicite les applaudissements d'un expert pour exploiter ses talents. Yvette, cependant, commence à se montrer difficile. Elle voit mes sorties d'un très mauvais œil. C'est elle qui tient les cordons de la bourse, et elle les tient noués serrés. Bon gré, mal gré, quand je pourrais connaître une nouvelle fois le bonheur avec Germaine, je dois me contenter de la nourriture insipide de ma femme et de ses charmes déclinants. Yvette est bonne catholique, donc le divorce, hors de question. Il m'arrive de temps en temps de piocher dans la caisse pour passer une nuit avec Germaine, mais Yvette déploie un malin génie pour contrarier ses expéditions. Sans un sou en poche, je suis contraint de rester dîner à la maison. Est-il étonnant, je vous le demande, est-il étonnant dans ces conditions que mes pensées s'orientent progressivement vers le meurtre? Comme vous avez pu le constater au fil de ce récit, je ne suis pas un homme violent, je ne me suis jamais servi d'une arme à feu et la pensée d'utiliser un couteau ou tout autre objet coupant ou contondant m'impressionne énormément. Alors je pense au poison. Arsenic, cyanure, mais comment administrer de tels produits sans laisser de traces, ou même comment les obtenir sans éveiller les soupçons? Je remâche mon problème sans lui trouver de réponse jusqu'au jour où Yvette elle-même me fournit la solution que je cherche.
Notre chambre a revêtu l'aspect d'une boutique d'apothicaire. Le dessus de la coiffeuse d'Yvette est couvert de pots et fioles remplis de pilules et de comprimés pour maigrir. Parmi les dernières drogues apparues sur le marché, en vente libre au Mexique, mais interdites chez nous, aux États-Unis, j'ai repéré la marque Yarubex. Une des amies d'Yvette lui a rapporté un pot de ces petits cachets blancs apparemment inoffensifs, mais redoutables pour les diabétiques, selon un long article du New York Times. D'après le journaliste, ces petites pilules peuvent être mortelles, prises en quantité excessive. Je sais que, très en colère après avoir lu cet article, Yvette a négligé malgré tout de jeter ces pilules. Elle les a fourrées dans le fond du placard à pharmacie où, à la suite de patientes recherches, je finis par les découvrir quelques jours plus tard. Je les examine avec intérêt. Elles sont presque la réplique exacte de ces pastilles de saccharine qu'Yvette utilise quotidiennement. J'en verse aussitôt quelques-unes dans la boîte à saccharine d'Yvette, sans ressentir aucun sentiment de culpabilité, je l'avoue, tant la substitution se présente simplement. Le résultat ne se fait pas attendre. 2 jours plus tard, Yvette est morte. Je la trouve en rentrant un après-midi étendue sur son lit, tout habillée. Après avoir vérifié que ni son cœur ni son pouls ne battent plus, je prends la boîte de pilules dans son sac, j'en vide le contenu dans les toilettes et la remplis à nouveau de saccharine. Enfin, je pose le flacon de Yarubex sur la table de nuit et j'appelle la police. Un certain lieutenant Stevens est chargé de l'enquête. C'est un homme un peu fruste et assez soupçonneux, mais il ne peut pas y avoir de preuve de forfait de ma part. Et l'affaire est bientôt classée. Les mois qui suivent sont très actifs. Je vends chez Yvette avec un coquet bénéfice et je passe mes soirées au Coq d'Or. Je récupère ainsi quelques-uns de mes amis et bien vite, la clientèle du Coq d'Or grossit. Au bout d'une période raisonnable, Germaine et moi sommes mariés. Je goûte de nouveau à l'extase des premiers temps de mon mariage avec Yvette. Je devrais me douter que tout cela est trop beau pour pouvoir durer. Je vois Germaine arriver un jour, les larmes aux yeux. « Chérie, le médecin dit qu'il faut que je suive un régime. »« Monsieur, madame, si vous êtes une personne d'imagination, ce n'est pas la peine que je vous encombre l'esprit en vous racontant dans le détail la suite de mon histoire, n'est-ce pas? Qu'il vous suffise de savoir que ma vie avec Germaine prend alors le même tournant désagréable que précédemment avec Yvette. Au fil des semaines, mon existence se transforme une seconde fois en cauchemar. Le même film se déroule tant Germaine et Yvette sont semblables dans leurs réactions. Et puis, naturellement, je rencontre Suzanne. Je me rends compte maintenant qu'il était complètement stupide de ma part d'employer 2 fois de suite la même méthode d'assassinat. Je peux évidemment avancer pour ma défense le fait que la tentation de répéter un crime parfait est irrésistible. Et puis, comment pouvais-je savoir que le lieutenant Stevens venait d'être muté dans le quartier où j'habite à présent? Tant pis. Je me console en pensant que le condamné a en principe le privilège de choisir son dernier repas. Il y a entre autres un plat qui est décrit par Alexandre Dumas et que je n'ai jamais goûté. Mais peut-être est-ce trop d'attendre de la nourriture d'une prison. Non, quelque chose de plus simple fera aussi bien l'affaire. Une omelette au kirsch, par exemple. La préparation n'en est pas compliquée. Je peux d'ailleurs donner la recette. 6 œufs, une pincée de sel, 3 cuillerées à soupe de sucre. Ah, oui, non. Je vois que votre intérêt décroît. Très bien, madame, monsieur, très bien.
Nous discuterons de ces détails un peu plus tard. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.